ACD et les cétones qui sera présenté par le docteur Despina Manusaki. Nous savons que ce sujet peut être délicat, mais nous espérons que les informations présentées ce soir vont vous rassurer et vont vous mettre plus à l'aise. PerCDT1 est un leader mondial qui travaille vers un monde sans diabète de type 1 grâce à la recherche, au financement et la défense d'intérêts. Nous soutenons les personnes et les familles touchées par le DT1 dès le moment du diagnostic et nous aidons les gens à vivre des vies meilleures, plus saines et plus sécuritaires, tout en travaillant à trouver des traitements curatifs. Nous soutenons toute personne vivant avec le DT1 à tout âge et à toute étape, incluant la communauté adulte, souvent sous-représentée. Alors, en tant que visiteur sur ce territoire, nous souhaitons d'abord reconnaître respectueusement que je me trouve dans la ville de Montréal, qui est historiquement connue sous le nom de Jojage, un territoire autochtone non cédé. Aujourd'hui, nous sommes réunis virtuellement sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk, Haudenosaunee et le peuple algonquin. Les activités et recherches de PerCDT1 se déroulent à travers les terres ancestrales et non cédées des peuples Inuits, Métis et des Premières Nations d'un océan à l'autre. Alors, la série éducative offre des informations sur un nouveau sujet à tous les 2 mois, mais notre prochain aura lieu en mai, alors tous les 6 semaines plus ou moins. Je n'ai pas la date de la prochaine, mais c'est à la fin de mai, ça je le sais, et on peut le mettre dans le chat. Nous offrons aussi une série de connexions virtuelles le 4e mercredi de chaque 2e mois en français, et la prochaine série de connexions aura lieu le 27 mai à 19h en français, et notre modérateur Guy est sur l'appel ce soir. Allô Guy! Et quelques point logistique et technique, comme nous sommes un groupe, quand même, tout le monde est en mode silencieux pour réduire le bruit de fond. La séance sera enregistrée pour publication sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez éteindre votre caméra. Il y a un bouton « Lever la main » si vous avez besoin de clarification durant la présentation. On va accepter, bien sûr, vous pouvez poser vos questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez aussi poser vos questions dans le clavardage, le chat, et nous tenterons d'y répondre s'il y a un temps disponible, s'il y a du temps disponible. L'enregistrement va vous être partagé demain par courriel aussi. Et ce soir, ce webinaire fournira de l'information sur les causes et les symptômes des cétones, ainsi que le risque d'acidocétose diabétique ACD dans la gestion du DT1. De nombreuses personnes atteintes de DT1 pensent que ACD ne pose problème qu'au moment du diagnostic, mais les études suggèrent que de nombreuses personnes atteintes de DT1 ne surveillent pas régulièrement leur taux de cétone, ce qui indique qu'un écart entre la compréhension du risque et le comportement quotidien en matière de gestion de la maladie. De plus, les recommandations sur le rôle de la surveillance des cétones dans la gestion du diabète, aussi bien au moment du diagnostic que dans le cadre des soins continus, ne sont pas souvent cohérents. Alors, on va en discuter. Alors, je veux présenter la docteure Despina Manusaki. La docteure Manusaki est professeure agréée au département de pédiatrie et de biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal, ainsi que clinicienne chercheuse et endocrinologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine à Montréal. Formée en pédiatrie et endocrinologie pédiatrique en Europe et au Canada, elle détient également un doctorat en épidémiologie génétique de l'Université McGill. Les travaux de recherche de la docteure Manusaki portent sur la génétique des maladies complexes chez les enfants, avec un accent particulier sur le diabète de type 1 et de type 2, la prédiction du risque génétique et la découverte de biomarqueurs à l'aide de la génomique et de méthodes épidémiologiques avancées. Elle est chercheuse clinicienne junior 2 au sein du Fonds de recherche du Québec Santé, FRQS, et à vous la parole, Dr. Manusaki.
Merci beaucoup pour l'introduction et merci à tout le monde qui participe à ce webinaire ce soir. Encore une fois, on n'est pas nombreux, mais ça va être diffusé vers la chaîne de YouTube. Je prévois une présentation d'environ 20 à 25 minutes, donc il va y avoir amplement du temps à la fin de cette présentation pour une discussion, pour poser vos questions. Donc, le titre de la présentation, c'est les cétones, la surveillance des cétones et l'acidocétose, ce que les personnes vivant avec le diabète type 1 doivent savoir. Puis, voici nos objectifs. Donc, à la fin de cette présentation, vous devrez être en mesure de comprendre pourquoi les cétones sont importantes et reconnaître les signes précurseurs de l'acidocétose diabétique. On va utiliser l'acronyme ACD dans cette présentation. Comment vérifier les cétones correctement et comment réagir avec les bonnes mesures si elles sont élevées, puis voir comment de nouveaux outils innovants pourraient véritablement transformer la prévention et la prise en charge de l'acidocétose diabétique. Donc, je vais commencer ma présentation avec cette image historique que vous avez déjà probablement vue. C'est Banting et Best, sont les personnes qui ont découvert l'insuline ici au Canada il y a plus que 100 ans maintenant. Ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que la raison de décès des personnes avec le diabète type 1 avant la découverte de l'insuline était en effet l'acidocétose diabétique. Mais malgré le fait qu'on est 100 ans plus tard, qu'on a des technologies qui nous permettent de monitorer le glucose dans le sang, d'administrer l'insuline via des pompes automatiques, les personnes avec le diabète type 1 ont quand même un fardeau, vivent avec un fardeau, avec quand même un risque de complications à long terme, mais aussi de complications aiguës, comme l'hypoglycémie et l'acidocétose diabétique. Donc, l'acidose diabétique, je dirais qu'elle est toujours d'actualité, puis c'est vraiment la raison pour laquelle on fait ce webinaire ce soir. Donc, on va commencer avec quelques généralités sur qu'est-ce que c'est le cétone et pourquoi les cétones sont importantes. Donc, on va prendre une situation d'une personne qui est en santé normale, ça veut dire qu'il n'a pas le diabète type 1. Donc, l'acétone est un type de carburant que le corps produit naturellement à partir des graisses lorsqu'il ne dispose pas de suffisamment de glucose pour produire de l'énergie. Donc, dans des situations normales, chez une personne qui est non diabétique, comme une période de jeûne ou des régimes faibles en glucides, ce qu'on appelle le régime cétogène, ou dans les cas d'exercice prolongé ou de maladie, les cétones sont vraiment la source d'énergie alternative pour notre corps. C'est donc une source d'énergie normale et honnêtement utile. Donc, quand le problème survient, c'est quand les niveaux de cétone deviennent très élevés, ce qui peut rendre notre sang acide. Et quelles sont les situations? Sont quand on est en malnutrition sévère ou une maladie grave et on ne peut pas manger comme il faut, quand on consomme excessivement d'alcool, ce qui peut causer ce qu'on appelle l'acidocétose alcoolique, dans certaines situations pendant les grossesses où on a beaucoup de vomissements. Et c'est rare que chez les personnes en bonne santé qui suivent ce qu'on appelle le régime cétogène, il y a des cétones tellement élevés pour rendre le sang acide. Donc, c'est vraiment rare. Donc, pour faire un peu le résumé de qu'est-ce qui se passe avec les cétones dans des situations normales chez des personnes en santé, la réaction du corps quand on a un apport en glucides qui est faible, quand par exemple on jeûne, c'est que la production innée d'insuline par le pancréas est abaissée. Donc, devant la baisse de taux d'insuline, les cellules ne peuvent pas obtenir du glucose et qu'est-ce qu'on fait? On mobilise le gras dans notre corps. Cette mobilisation amène à la libération des graisses dans le sang et par la suite, ces graisses sont absorbées par le foie qui les convertit en cétones. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les cétones sont le carburant d'urgence. Mais chez les personnes qui sont en santé, les cétones atteignent rarement des niveaux suffisamment élevés pour causer des problèmes. Donc, les cétones devraient être vus comme une bonne source d'énergie alternative dans cette situation.
Maintenant, on va aller au scénario d'une personne qui a le diabète type 1 où les niveaux d'insuline sont très bas. Ben, pourquoi ça peut arriver? On peut avoir une carence absolue en insuline. Par exemple, imaginez que votre pompe arrête de marcher, donc il n'y a pas vraiment d'insuline qui est livrée à votre corps, ou on est en situation de carence relative. Ça veut dire qu'il y a une maladie sous-jacente ou une situation de stress qui fait en sorte que votre corps devient résistant à l'insuline. Donc, vous avez besoin plus d'insuline pour pouvoir garder de taux de sucre normaux. Ce qui se passe dans ces situations de carence absolue ou relative d'insuline, c'est que les cellules de votre corps ne peuvent réellement pas accéder au glucose, donc elles meurent de faim littéralement. Encore une fois, cette situation amène à une libération de graisse dans les sangs et le foie le convertit en cétone, comme chez une personne en santé. Mais on peut dire qu'on ne peut pas arrêter vraiment ces cercles vicieux de libération de graisse dans le sang, ce qui amène à des niveaux élevés de cétone qui rend le sang acide. Et ça constitue une situation de danger qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Donc, un point clé qu'il faut retenir de cette partie de la présentation, c'est que l'acidocétose diabétique n'est pas un problème de sucre. Donc, ce n'est pas le sucre élevé qui fait en sorte que vous êtes en acidocétose. Si le sucre est élevé et les cétones sont normales, ce n'est pas une situation dangereuse. C'est quand le sucre est élevé et les cétones sont élevés que ça devient dangereux. Donc, maintenant qu'on a appris qu'est-ce que c'est l'acétone, on va essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans une situation d'acidocétose diabétique. Donc, pour comprendre ça, on va avoir deux cas imaginaires de patients. Le premier cas, c'est Ryan. C'est un jeune adulte de 19 ans qui vit avec le diabète type 1. Il a une pompe automatique et de temps en temps, il a des épisodes de glycémie élevée, surtout s'il oublie ses bolus. Mais le schéma d'hyperglycémie est réapparu depuis 2 jours, cette fois-ci accompagné d'une fatigue, nausées, fièvre et il a des essoufflements depuis le réveil ce matin. Donc, Ryan se rend aux urgences, puis là, on constate qu'il a des signes de déshydratation, son sang est acide et les cétones sont élevés sans qu'il y ait d'autres causes qui expliquent l'élévation de cétones. En même temps, les médecins font des investigations, notamment une radiographie du poumon qui met en évidence une pneumonie. Alors, on introduit des antibiotiques et on va hospitaliser Ryan dans une unité de soins intensifs pour soigner son état d'acidocétose diabétique. Donc, souvent, l'acidocétose diabétique requiert une hospitalisation dans une unité de soins intensifs. Et qu'est-ce qu'on fait exactement pour traiter l'acidocétose? On commence par administrer des fluides intraveineux. C'est des fluides qui vont maintenir la pression artérielle à un niveau normal, qui vont aussi faire baisser le sucre dans le sang et qui vont aider à l'élimination des cétones dans l'urine. En même temps, on administre l'insuline par voie intraveineuse. On a besoin vraiment que de l'insuline est donnée rapidement pour supprimer la production de cétones, justement. Et on fait des vérifications des électrolytes dans le sang. Pourquoi? Parce que le débalancement électrolytique peut causer des problèmes du rythme cardiaque, comme ça peut aussi causer parfois de ce qu'on appelle l'édème cérébral. Donc ça, c'est vraiment une urgence neurologique et ça peut être associé à une altération de l'état de conscience chez une personne qui a l'acidocétose diabétique. Finalement, on va identifier les maladies déclenchantes ou les autres causes d'acidocétose. Dans le cas de Ryan, comme on vient de dire, il avait une pneumonie. Donc, c'est ça qui a vraiment débalancé ses glycémies et qui a amené à l'acidocétose. On va maintenant vous présenter un deuxième cas. Il s'agit de cas de Nancy. Et cette fois-ci, c'est vraiment un cas de crise évitée. Donc, Nancy est une femme de 54 ans qui vit aussi avec le diabète type 1, qui a une pompe automatique avec un contrôle glycémique qui est quand même très bon. Mais à la suite d'un changement normal du dispositif de perfusion vers 16 heures, elle a constaté une augmentation marquée de sa glycémie qui a passé de 6 à plus que 22 en dedans de 2 heures avec des légères nausées.
Nancy a tout de suite dit, ma glycémie a inexplicablement dérapé, puis elle a eu le bon réflexe de vérifier le taux de cétone par une piqûre au bout de doigt avec son cétonomètre. Puis là, la mesure de cétone est 1,9 millimoles par litre, et puis Nancy se souvenait que le normal devrait être en dessous de 0,6 millimoles par litre. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nancy? Elle a pris un nouveau flacon d'insuline, elle s'est injectée 6 unités à la seringue. En fait, c'est la double dose de correction de ce qu'elle était supposée prendre sous situation normale. Et elle a changé le dispositif de perfusion en utilisant un nouveau flacon d'insuline. Elle a bu beaucoup de liquide avec quelques glucides. Puis en dedans de 1 heure, les cétones ont baissé de 1,9 à 1,2. Après 2 heures, c'était à 0,1 millimole par litre, donc normalisé. 4 heures plus tard, le lendemain matin, cétone toujours normal avec des glycémies qui sont dans la cible. Et elle n'a plus de symptômes, elle se sent complètement normale. Donc, ça, c'est un bon exemple d'une personne qui a eu l'idée de contrôler ses cétones et qui a pu éviter une probable hospitalisation en raison d'une acétocétose. Donc, la pertinence de l'acidocétose. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Est-ce que ça arrive souvent? La vérité, c'est que l'incidence de l'acétocétose est élevée. Puis, on ne parle pas seulement d'une incidence au diagnostic où on a environ 40% de nouveaux cas diagnostiqués, nouvellement diagnostiqués qui se présentent avec acidocétose. On parle chez les personnes qui ont déjà un diagnostic de diabète type 1 où on en a 5 à 8% de cas d'acidocétose par an. Il y a une certaine mortalité de 1 à 3% liée aux épisodes d'acidocétose et puis les chiffres peuvent aller jusqu'à 10% de mortalité chez les adultes. Et dans certaines périodes comme la pandémie, on a vu une augmentation dans la mortalité justement parce que les gens hésitaient d'aller consulter dans les hôpitaux, dans les urgences. D'autres facteurs qui ont augmenté l'incidence d'acidocétose, c'est quelques thérapies complémentaires à l'insuline qui ne sont pas prescrites habituellement chez les personnes avec le diabète type 1, mais qui commencent à être testées. Donc, ça, c'est les inhibiteurs des cotransporteurs sodium-glucose qui augmentent les risques d'acidocétose, même si la glycémie dans le sang demeure normale. Donc, ça peut être vraiment difficile de diagnostiquer l'acidocétose chez les personnes qui prennent des cotransporteurs sodium-glucose. Les outils actuels de soutien pour l'acidocétose sont peu nombreux et puis, à vrai dire, sont difficiles aussi à comprendre pour les personnes vivant avec le diabète. Donc, ils sont en général sous-utilisés. Donc, pour récapituler, quelles sont les situations qui peuvent conduire à l'acidocétose ou à des cétones élevées dans le sang? Comme on vient de dire, des situations où on n'a juste pas assez d'insuline. Quand ça peut arriver, quand on oublie des doses d'insuline, on diminue notre basal, on oublie de l'ajuster vers le haut. Quand notre pompe à insuline ou dispositif de perfusion ne fonctionne pas, il y a une panne. Mais on a aussi des situations qui sont liées à une maladie, un stress. La maladie peut être une maladie comme un rhume, une grippe, une infection bactérienne, mais aussi des événements sévères comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, une gastro, on a des vomissements ou diarrhée, une déshydratation ou un apport insuffisant en nourriture ou en glucides. Il y a aussi des facteurs physiques comme un exercice long ou très intense, la prise d'alcool ou de drogues récréatives, les médicaments, comme on disait, les inhibiteurs du SGLT2. Puis il y a certains groupes de population qui sont plus à risque de faire l'acidocétose, comme l'adolescent, les jeunes adultes, les femmes, ainsi que les personnes ayant des difficultés avec la gestion du diabète ou ayant des difficultés à accéder aux fournitures de diabète. Donc, quels sont les symptômes d'acidocétose qui doivent vous alarmer? En fait, il s'agit des symptômes qui peuvent être soit liés à l'hyperglycémie, soit aux cétones elles-mêmes ou à la maladie déclenchante. Donc, des symptômes comme nausées, vomissements, malaise abdominal, incapacité à tolérer l'ingestion par voie orale sont typiquement liés à la présence de cétones. Soif excessive, ça peut être lié à l'hyperglycémie. La difficulté à respirer ou l'augmentation de la fréquence respiratoire, ça peut être lié soit à l'acidose ou à la maladie déclenchante, par exemple à la présence d'une infection pulmonaire.
En général, l'acidocétose entraîne un état de fatigue ou somnolence accrue. On a parlé tout à l'heure de l'édème cérébral, qui est une condition où on peut avoir une altération de notre état de conscience. Et en effet, là, ça c'est une urgence, donc ça nécessite habituellement une hospitalisation aux soins intensifs. Le point clé, c'est que les cétones peuvent provoquer des symptômes ou être une conséquence d'une autre maladie. On vous encourage de tester les cétones en cas où vous avez n'importe quel symptôme et la glycémie élevée. Donc, maintenant qu'on a parlé de qu'est-ce que c'est l'acidocétose et quels sont ses signes, on va parler un peu de quels sont les obstacles à la prévenir. Si on arrive à la reconnaître, pourquoi on ne peut pas la prévenir? Ce que vous voyez ici, c'est une figure qu'on a retirée d'une publication de 2019 qui propose un algorithme pour la prise en charge d'une situation d'acidocétose qui commence avec quand il faut vérifier le taux de cétone et qui va jusqu'à ce qu'il faut faire quand les cétones sont hautes dans le sang. Comme vous allez constater, c'est quand même assez compliqué comme schéma et ce qui rend parfois difficile l'utilisation de ce type d'algorithme. Il y a aussi des infographiques qui sont un peu plus, on dirait, user-friendly, avec des acronymes, comme par exemple ici, vous voyez un acronyme en anglais, le Stop DKA, mais parfois, on n'a pas même de version en français ou ça reste quand même de beaucoup trop d'informations, on dirait, pour qu'une personne retienne ce qu'on doit faire en cas ou quand on va vérifier les cétones et qu'est-ce qu'on doit faire quand les cétones sont hautes ou même quand les cétones sont hautes, à partir de quelle valeur il faut qu'on s'inquiète. Donc, il y a des équipes de recherche comme l'équipe du Dr. Perkins, qui est un endocrinologue adulte et un professeur à l'Université de Toronto, qui travaille sur des moyens de reconnaître et de prévenir l'acidocétose dans le contexte du diabète type 1. Donc, dans ce projet qui s'intitule Un outil éducatif combinant l'analyse des données d'essais novateurs et l'expérience vécue, l'équipe du Dr. Perkins a adressé 3 objectifs clés. Premièrement, comment mieux identifier qui est à risque d'acidocétose. Deuxièmement, utiliser les mesures de cétone lors de jours de bien-être pour prédire les personnes qui sont à risque. Et leur troisième objectif, c'était de co-concevoir de meilleurs outils pour prévenir l'acidocétose avec les personnes vivant avec le diabète type 1. Donc, si ça vous intéresse, Dr. Perkins donne la même présentation en anglais à 8 heures du soir. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous brancher à ce webinaire en anglais qui est tout de suite après ce webinaire en français. Donc, pour aller au premier objectif, vous vous souvenez, on voudrait déterminer quelles étaient les personnes ou les situations qui nous mettaient plus à risque d'avoir une acidocétose diabétique quand on a le diabète type 1. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont pris une population de 1441 participants qui ont le diabète type 1 et qui faisaient partie de l'étude DCCT. Donc, c'était un essai sur le contrôle du diabète et des complications du diabète. Puis, ces personnes étaient suivies pendant une longue durée de temps, pendant 34 ans. Puis, la question qu'ils ont posée, c'est quelles caractéristiques cliniques et quel type de complications micro- et macrovasculaires peuvent affecter les risques de présenter une acidocétose diabétique. Donc, la conclusion de cette étude, c'est qu'il y avait certains facteurs qui prédisposaient à l'acidocétose, comme par exemple l'utilisation d'une pompe, une hémoglobine glycée plus élevée, donc un moins bon contrôle du diabète type 1. Il y avait aussi des événements cardiovasculaires qui augmentaient de 3 fois le risque. Donc, ce que vous voyez dans les flèches en gris, c'est combien de fois plus haut c'est le risque chez les personnes qui avaient justement ce facteur prédisposant. Aussi, la présence d'ulcères au pied ou d'amputation augmentait les risques d'acidocétose et aussi le sexe féminin. Donc, on voit que, par exemple, les complications rénales ou aux yeux ne sont pas liées à un risque d'acidocétose plus élevé. C'est vraiment certains types de complications qui semblent être plus prédisposants pour faire l'acidocétose.
Quelques autres messages aussi à partir de cette recherche, c'est que des doses d'insuline plus faibles ne prédisent pas le risque de future acidocétose. C'est vraiment l'absence d'insuline pendant la maladie qui le fait. Aussi, comme on disait, des événements médicaux comme une crise cardiaque ou une complication au pied sont associés à un risque accru d'acidocétose dans le mois suivant cet événement. Et finalement, les pompes d'insuline elles-mêmes augmentent le risque d'acidocétose, mais la situation semble s'améliorer. Donc, comme vous voyez ici, les tendances au fil des années, c'est que l'acidocétose chez les personnes qui portent une pompe diminue. Donc, vous voyez que dans les années 1990 ou début des années 2000, il y avait un risque quand même qui était plus que 2 à 2,5 fois plus élevé d'avoir une acidocétose dans sa vie par rapport à une personne avec diabète type 1 qui prenait des injections. Mais à partir des années de 2005, je dirais, donc depuis 20 ans, le risque il est vraiment stabilisé. Donc, ça augmente un peu, mais même pas une fois et demi plus. Donc, on dirait que oui, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas considéré un facteur de risque important. Quels sont les obstacles et comportements liés aux principales mesures de prévention de l'acidocétose? Donc, l'équipe, encore une fois, du Dr. Perkins, ont fait une recherche menée auprès de 80 patients partenaires qui a permis à ces chercheurs d'identifier 3 principaux obstacles à la prise en charge de l'acidocétose. Premièrement, le manque de compréhension de ce que sont les cétones et de leur importance clinique. C'est exactement la raison pour laquelle on est là ce soir et on fait ce webinaire. Deuxièmement, c'est l'incapacité à se souvenir des protocoles de jour de maladie en raison de leur complexité. Donc, vous l'avez vu dans les diapositives avant, c'est quand même des schémas qui sont très complexes et difficiles à retenir. Troisièmement, il y a un certain coût associé au test de cétone et aussi le fait que les personnes sont obligées de consulter aux urgences et ils peuvent avoir soit peur, soit une méfiance envers le système de santé qui les empêche à consulter aux urgences. Donc ça, c'est vraiment les 3 obstacles qui font en sorte qu'on ne peut pas prévenir l'acidocétose, qui est une situation qui peut être prévenue en réalité. Donc, le troisième objectif de la recherche du Dr. Perkins, c'est comment on peut améliorer la prédiction. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que si on vérifie le taux de cétone dans le sang lors des jours de bien-être, c'est une bonne stratégie qui permettrait d'identifier les personnes qui sont à risque de développer une acidocétose dans les jours qui suivent cette mesure de cétonémie. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que si le niveau de cétone lors d'un jour où on n'a aucun symptôme, un jour vraiment de bien-être, sont au-delà de 0,8 mmol par litre, celui-ci, c'est un facteur de risque pour avoir une acidocétose dans le jour qui suivent cette mesure. Donc, pourquoi? Probablement que c'est parce qu'on manque d'insuline de base. Donc, c'est vraiment un signe comme quoi on doit parler à un professionnel de santé pour pouvoir justement prévenir cet épisode de acidocétose. Donc, on va vers la 4e partie de notre présentation de ce soir, qui va être vraiment la partie pratique. Donc, comment on mesure des cétones? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand les cétones sont augmentées? Donc, il est important de reconnaître quand tester les cétones, comment interpréter les résultats et décider le soin d'urgence. Donc, premièrement, comment tester les cétones? Bon, il y a déjà des appareils où on peut mesurer le glucose et aussi le cétone en capillaire. Vous la connaissez probablement, c'est le seul appareil qui existe, c'est la Precision de Freestyle de Abbott, qui offre un appareil, mais avec 2 différents types de bandelettes, comme vous voyez ici, une pour l'acétone, une pour le glucose. Il y a bien évidemment des tests de sticks de cétone pour les urines. Ça, c'est de moins en moins utilisé. Je dirais qu'en général, on ne prescrit plus chez nos patients. Et ça, c'est un infographique qui a été développé par l'équipe de Dr. Perkins. Comme vous voyez, c'est un format qui est quand même facile à imprimer, à voir, garder chez vous, devant votre frigo ou
Je dirais que c'est vraiment user-friendly. Et puis, il y a une deuxième partie de cette infographique que je n'inclus pas dans cette diapositive, mais qui donne beaucoup plus de texte et beaucoup plus d'informations. Donc, comment on lit cette infographique? Ben, on va aller du haut vers le bas. Donc, ce que vous voyez, c'est que chez les personnes vivant le diabète type 1, l'acidocétose diabétique est dangereuse. Toujours se rappeler que les choses peuvent évoluer rapidement et ça peut entraîner une confusion, mais ça peut aller jusqu'au coma et au décès. Donc, importance de ne pas l'ignorer, ne pas ignorer les symptômes de l'acidocétose. Comment vous pouvez prendre des mesures pour prévenir sa progression? Première étape et le plus important, la vérification de vos cétones. Donc, si vous n'en avez pas un cétonomètre ou les bandelettes de cétones sont expirées chez vous, s'il vous plaît, obtenez une ordonnance pour des fournitures de tests de cétones par votre professionnel de santé. Utilisez-les si, premièrement, vous ne sentez pas bien, si vous êtes malade et votre glycémie, votre taux de sucre est au-delà de 14 millimoles par litre. Si les taux de cétone sont négatifs, ça veut dire inférieurs à 0,6, vous savez que les cétones ne sont pas la cause de votre symptôme. On vous encourage quand même de continuer à le contrôler dans environ 2 heures pour s'assurer que les cétones ne montent pas. Si par contre le taux de cétone est positif, c'est-à-dire supérieur à 0,6, on sait que le processus d'astocétose est amorcé. Vous êtes en danger, vous devez réagir de façon urgente. Comment vous réagissez? Les mesures immédiates. Restez hydraté. Empiriquement, prenez 1,5 fois le bolus de correction habituel d'insuline à action rapide, fraîche, au moyen d'une seringue. Quel est votre bolus de correction? Vous pouvez le connaître par votre facteur de sensibilité. Si vous avez une pompe, c'est dans les réglages de votre pompe. Le facteur de sensibilité, ça vous montre combien d'insuline il faut prendre pour faire baisser votre glycémie dans un certain nombre de millimoles par litre. Et il faut vérifier les cétones toutes les 2 heures et puis répéter les mesures jusqu'à ce que vos cétones soient inférieures à 0,6. Si malgré tout, il n'y a pas d'amélioration, votre tasse se détériore, les cétones augmentent. Si les cétones d'emblée sont au-dessus de 3, là, il faut que vous rendiez à l'hôpital. Même si vous ne l'aimez pas, c'est vraiment une urgence. Ça veut dire que vous êtes en acidocétose et que vous avez besoin d'un traitement qui peut se donner à l'hôpital seulement. Donc, on va passer vers les dernières parties de cette présentation et c'est une partie où on va parler des innovations émergentes. Spécifiquement, on va parler de la surveillance continue des cétones et des dispositifs combinés de capteurs du glucose et des cétones. Le concept de surveillance continue des cétones vient du fait que reconnaître que les tests de cétones, comme on le sait aujourd'hui, soit par le stick urinaire, soit par les bandelettes, est sous-utilisé. On sait aussi que les personnes habituellement détectent l'acidocétose trop tard. Donc, ils sont déjà en cours de faire une acidocétose quand ils détectent leur cétone. Donc, avoir une surveillance continue de cétone, de la même façon qu'on a un lecteur continu de glycémie, peut alléger le fardeau lié à la reconnaissance du moment où il faut tester et à l'interprétation des résultats et aussi aider à la décision de recourir aux soins d'urgence. Donc, il y a certains dispositifs de surveillance continue des cétones qui sont actuellement offerts dans d'autres pays, mais il n'y a aucun dispositif qui est approuvé par le FDA, par Santé Canada. Il y a quand même des appareils qu'on utilise dans des programmes de recherche déjà, puis on espère qu'en 2027, il va y avoir un premier dispositif combiné de surveillance continue de cétone et glycémie dans le marché. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pris d'une publication de recherche où ce que vous voyez qu'il y a une patiente de 14 ans avec diabète type 1 qui, dans le contexte des recherches, on lui a installé un lecteur double de surveillance de glycémie et de cétone. Puis ici, ce que vous voyez, c'est le tracé de son glucose en bleu et le tracé du taux de cétone en vert. Donc, la première étoile, c'est le moment où la patiente qui participait dans une étude est sortie du centre de recherche avec son lecteur installé.
Elle était déjà en hyperglycémie, donc 250, ça correspond quand même à environ 14-15 de glycémie. Là, vous voyez que sa cétone a initialement baissé, mais ça commençait déjà à monter dans les heures qui ont suivi son départ du centre de recherche. Puis là, vous voyez par la deuxième étoile que quand le taux de cétone a dépassé le 3, sa glycémie était franchement plus haute. 20 heures plus tard, les cétones continuent à grimper, la glycémie continue à grimper, elle ne se sent pas bien, elle consulte aux urgences et ça, 20 heures après que l'acétone venait de dépasser le seuil de 3 millimoles par litre. Donc là, à ce moment, la patiente était en franche acidocétose, elle était hospitalisée pour son acidocétose, reçu de fluide par voie intraveineuse, elle a reçu l'insuline par voie intraveineuse, la glycémie et l'acétonémie ont baissé. Vous voyez que le tracé va presque, on dirait, en parallèle. Puis là, vous voyez que finalement, après quelques heures de traitement intraveineux, la glycémie, l'acétonémie sont normalisées. Le rebound que vous voyez ici, ça correspond vraiment au moment où on a passé aux injections sous-cutanées. Puis là, l'acétonémie avec les bonnes doses d'insuline est retournée à presque zéro, là, à la normale. Donc là, c'est quand la patiente est sortie de l'hôpital, il y a quelques fluctuations de sa glycémie avec les repas, mais l'acétone reste demeure quand même basse. Qu'est-ce qu'on retient de ces cas? C'est que s'il y avait une façon, 20 heures avant l'hospitalisation, qu'on prévienne cette personne que sa cétone était déjà au-delà de 3, peut-être qu'elle aurait pu réagir à ce moment-là et éviter l'acidocétose, éviter l'hospitalisation. Donc, à la fin de l'année 2025, il y avait une réunion des experts, on dirait, qui ont établi de guidelines organisée par Percé Diabète Type 1, cette réunion qui a amené un consensus sur comment on devrait interpréter le taux de cétone et si on a des lecteurs de cétonémie, quelles sont les alertes, quels sont les taux au-delà desquels il faut avoir des alarmes dans ce lecteur de cétonémie. Donc, le 0,6, c'est vraiment le seuil qui définit la normalité. Donc, en dessous de 0,6, on considère qu'il n'y a pas de cétone, c'est normal. Aucune mesure est nécessaire. Entre 0,6 et 1,5, on peut avoir des symptômes comme vous voyez ici. Donc, on peut avoir la présence de nausées, douleur abdominale, fatigue. Il faut suivre les recommandations de votre professionnel de santé, des ajustements à l'insuline. On a parlé de bolus de correction qui devrait être entre 1,5 et 2 fois votre dose habituelle de correction. Surveillez la glycémie et l'acétonémie. Prenez des liquides et vérifiez surtout que votre pompe fonctionne. Au-delà de 1,5, les cétones sont élevés, c'est le même symptôme, mais en plus de ces symptômes, on peut avoir aussi la laine fruitée, ce qui est typique là, de la présence de cétones, aussi une confusion qui commence à s'installer. Et là, ça devient de plus en plus important que vous communiquiez avec un professionnel de santé. Donc, je dirais qu'entre 1,5 et 3, vous avez vraiment besoin de réagir rapidement. Si vous avez accès à un professionnel de santé, appelez. Puis au-delà de 3, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment consulter immédiatement à l'hôpital. Donc, c'est vraiment une situation d'urgence. Juste avant de finir cette présentation, je vous montre que la compagnie Abbott a un lecteur double de glycémie et de cétonémie qui pourrait être compatible même avec des pompes à insuline. Bien évidemment, il n'y a pas encore de pompes qui réagissent à la présence de cétone parce que tout ça, c'est même pas encore commercialisé, mais il y a des compagnies de pompes qui certainement travaillent sur l'optimisation de leur algorithme en prenant en considération aussi la présence de cétone et pas seulement la glycémie. Donc, on achève. Je veux juste vous finir cette présentation avec les messages clés à retenir. Premier message, le cétone signale une carence en insuline. Donc, l'acidocétose survient lorsqu'un faible taux d'insuline entraîne une augmentation des cétones et pas seulement la glycémie élevée. Deuxième point, l'acidocétose demeure fréquente et dangereuse dans les diabètes type 1 avec une incidence d'environ 5 à 8% par année
Une mortalité de 1 à 3% par année qui est plus élevée chez l'adulte que chez l'enfant. Troisième point, les tests de cétone sont sous-utilisés en raison surtout des barrières de connaissances et des barrières pratiques qui limitent l'utilisation des tests. Quatrième point, une intervention précoce peut prévenir l'acidocétose. C'est une situation qu'on peut prévenir vraiment. Donc, comment? En testant les cétones, en administrant de l'insuline, de l'hydratation, consultant aux urgences. Puis, cinquième point final, c'est que de nouvelles technologies pourraient simplifier la prévention de l'acidocétose, comme la surveillance continue des cétones à venir, qui pourrait contribuer à réduire le fardeau du suivi des cétones. J'ai oublié de mentionner que ce type de lecteurs ne vont pas vous donner probablement des valeurs en continu de cétones comme on fait avec le lecteur de glycémie, mais ils vont être programmés pour justement vous avertir quand les cétones sont hautes, par exemple au-delà de 3, ou quand la tendance est que les cétones augmentent de façon rapide. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas vous surcharger avec des alarmes supplémentaires, mais qu'on va juste rendre plus facile la gestion de quand je dois vérifier l'acétone et quand une l'acétonémie est honnêtement haute pour que je réagisse. Donc, avec ça, je vais arrêter le partage de mon écran. Puis, on va ouvrir la période pour les questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, sentez-vous à l'aise de soit taper votre question dans le chat, soit lever votre main. Puis, on peut comme ça commencer la discussion. Merci beaucoup. Super, Tout le monde. merci, docteur Manusaki. C'est très intéressant. J'ai beaucoup appris. Il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment, mais les personnes, comme on n'est pas un gros groupe, les personnes peuvent. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Tout le monde veut l'infographie de Dr. Perkins. Ça va être envoyé demain avec le courriel de remerciement et le courriel avec le lien vers l'enregistrement. Alors, vous ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir. Je dirais qu'il y a aussi le texte qui accompagne l'infographique de Dr. Perkins, qui est un excellent résumé de toute la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez juste imprimer l'infographique avec les textes qui l'accompagnent, vous avez pas mal toutes les diapositives qu'on a présentées ce soir. Super! Donc, ça vient avec des explications, mais au moins, si vous pouvez imprimer l'infographique, ça va être facile à au moins savoir quel est l'essai à partir duquel vous devez vraiment consulter aux urgences, qui est le plus important. Oui, parfait. Alors, quelqu'un a demandé ici qu'elle est au Canada depuis une année, mais son médecin n'a jamais prescrit un lecteur de cétone. Est-ce qu'elle devrait demander de le faire? Ça doit être fait Absolument. par une... Et ça Absolument. doit être fait par une prescription, on ne peut pas juste Oui. l'avoir? Oui? Oui. OK. Parce que, comme vous le savez, là, les lecteurs ne coûtent pas tellement cher, c'est vraiment les bandelettes qui coûtent cher. Donc, c'est comme avec une prescription médicale, vous avez quand même accès à un certain nombre de bandelettes par année. Puis, ils expirent, donc les bandelettes expirent. Donc, il faut quand même faire attention. Une chose qu'on suggère, c'est que on a parlé de la notion de faire un test le jour où vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de symptômes. Donc, si vous avez chez vous des bandelettes qui sont proches du point d'expiration, faites le test. Utilisez ces bandelettes avant de les jeter pour tester une ou deux fois votre cétonémie lors des jours où vous sentez bien. Si vos cétones sont en dessous de 0,8, c'est une bonne chose, c'est de bonnes nouvelles. Donc, avant de jeter vos bandelettes de cétonémie expirées, faites le test. Parfait. C'est une bonne suggestion aussi. Et ici, juste un commentaire que Justine dit que ça arrive plusieurs reprises, même si la glycémie était normale à 4,5, à 4,5, elle faisait des cétones à 1,5 et 2. Et souvent, c'est quand elle mange moins de glucides dans la journée. Oui, Alors, elle est plus prone c'est d'avoir sûr des... que oui, c'est un bon commentaire. Et je profite de ce commentaire pour vous dire que si vous regardez l'infographique, on dit que typiquement, on vous demande de vérifier les cétones quand vous avez des glycémies hautes, d'au-delà de 14. Parce que la réalité, c'est que sauf si vous prenez les inhibiteurs SGLT2, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec diabète type 1 qui prennent. D'ailleurs, c'est quand même une médication plus pour les
pour les personnes avec diabète type 2, Ouais. mais il y a quand même des médecins qui commencent à le prescrire. C'est quand même pour la protection du rein, parfois qu'on le fait. Mais tout ça pour dire que c'est la seule situation où on vous demande de contrôler l'acétone quand on n'a pas, on a une glycémie normale, c'est quand vous prenez ce type de médicament. Quand vous avez une glycémie normale comme 5 ou 6, vous n'êtes pas supposé de contrôler l'acétone, honnêtement. Puis c'est vrai ce que vous dites que quand vous consommez moins de glucides, vous avez parfois l'acétone parce que c'est comme l'acétone des jeunes. Est-ce que ça, c'est une situation où on doit réagir, aller aux urgences? Non. C'est rare que ça dépasse le 1,5-2. Je serais étonnée si vous avez 3 d'acétone parce que vous êtes juste, c'est juste une jeûne de nuit. Mais c'est sûr que si vous faites un régime cétogène, par exemple, et que vous avez presque pas de glucides dans votre alimentation, c'est un phénomène normal que vous avez des cétones, mais ce n'est pas une acidocétose parce que la glycémie est quand même normale dans des situations comme Oui, ça. c'est ça. C'est les deux choses qu'il faut regarder aussi. Mais elle a dit ils ont fait le commentaire que elle a testé ses cétones parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ah, Alors OK. ça, c'est parce qu'elle ne se sentait pas bien. Puis alors, et ça, c'est quelque chose aussi quand même très important, de toujours écouter son corps aussi, non? Oui, mais je dirais que ça, c'est des situations où vous devez quand même parler à votre professionnel de santé. C'est sûr que quelqu'un qui gêne pendant une très longue période peut se sentir mal, avoir la nausée parce que il gêne depuis très, très longtemps. Et même l'acétone de gêne peut parfois donner des symptômes pareils, comme la nausée. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas eu de glucides pendant très long, beaucoup d'heures, parfois ça peut donner la nausée et une incapacité d'ingestion. Honnêtement, là, ça devient plus difficile. Imaginez si vous avez fait la gastro, c'est une situation un peu pareille. Vous vomissez, vous avez vraiment pas le goût de manger. Puis là, vous accumulez l'acétone, même si votre glycémie peut être normale. Donc, c'est un peu la même situation Ouais. quand l'acétone s'accumule. Hum, et Patrick a fait le commentaire qui dit qu'il croit que le pharmacien peut aussi prescrire le oui, mais c'est pas payé ou oui. Honnêtement, je ne peux pas vous OK. donner une bonne réponse ici. J'ai l'impression que oui, les pharmaciens ont le droit de faire des prescriptions, mais je dirais qu'une prescription de cétone, ça devrait venir avec la même prescription pour vos fournitures de pompes, pour vos bandelettes, pour la glycémie. Ça fait partie vraiment. euh, à Sainte-Justine, quand un enfant vient avec un nouveau diagnostic de diabète type 1, il part avec une prescription dans cétonomètre et avec des bandelettes de cétone, de la même façon qu'on prescrit les bandelettes pour le glucose. Exactement. Mais ça dépend. Malheureusement, des fois, les adultes n'ont pas le même soin, le même Alors encadrement, maintenant que vous savez, vous devez oui, demander à votre médecin. exactement. Il faut demander à votre médecin. On ne va pas répondre à des questions médicales, mais juste la dernière ici. Yasmine demande, elle a dit, ça arrive de passer des nuits avec 22 de glycémie et je me réveille sans symptômes d'acidocétose. Dois-je mesurer le cétone à jeûne si elle se réveille bien quand même? Est-ce qu'elle Euh, devrait toujours mesurer ses cétones si elle est en hausse, plus ou moins? euh, la réponse à ça, ça dépend si c'est une tendance. Par exemple, votre glycémie monte à 22 ponctuellement parce que vous avez mangé un repas assez riche en glucides et en gras et puis après ça redescend. Là, je dirais qu'il ne faut pas la contrôler la stone. Si vous voyez que ça fait un pic et puis ça redescend tout de suite, pas forcément. Mais si la glycémie haute persiste, si toute la nuit vous l'avez passée en 22, absolument, là, il faut le contrôler parce que c'est pas normal, n'est-ce pas? Si vous avez une pompe à insuline, puis que votre pompe automatique ne fait rien pour que la glycémie descende, ça veut dire que probablement l'insuline ne passe pas. Donc là, il faut vérifier l'acétone parce que peut-être que c'est que votre dispositif de pompe ne fonctionne pas ou Elle a qu'il y a un dit cathéter qui est sans plié. pompe. Elle est en injection multiple, sans pompe. Donc, je dirais que de même, probablement que vous avez besoin d'ajuster vos doses d'insuline si ça vous arrive souvent que la nuit vous êtes haute.
Puis, je dirais que idéalement, si vous avez passé plus que 4-5 heures en hyperglycémie, puis que vous avez donné une injection, ça ne descend pas, pour moi, c'est quand même un red flag. Ça, c'est une situation où il faut faire une vérification de cétone. Si c'est une tendance parce que votre insuline basale n'est pas bien ajustée, que le matin, chaque fois, vous prenez la rapide et ça baisse, c'est une autre histoire. Mais là, c'est aussi un problème. Si vous êtes haute tout le soir, il faut que votre basale soit ajustée au fur et à mesure pour éviter justement que vous montez le soir. Exactement. Alors, parlez avec votre, avec votre médecin. Juste pour, Oui, pour oui, avoir oui. Mais tout ça pour dire que vous avez, je pense que les gens savent s'il y a quelque chose qui ne va Oui, pas, n'est-ce pas? exactement. Donc, c'est différent de dire, OK, ben, je sais que c'est comme quand je mange un tel type de repas, ma glycémie monte, et puis si je fais rien, je vais passer toute la nuit avant de. Puis c'est Exactement. différent de dire, ah, c'est bizarre, j'ai comme reçu l'insuline, je ne m'attendais pas que ma glycémie ne réagit pas. Là, c'est des situations où je dis, oui, il faut vérifier l'acétone. Parce qu'il y a peut-être que vous commencez un rhume, une maladie, votre corps réagit différemment. Parfois, chez les femmes, les cycles menstruels, ça peut faire en sorte que la résistance à l'insuline varie avec les hormones. Donc, je dirais que là, c'est des situations où ça vaut la peine de faire une vérification de cétone. Parce que vous connaissez mieux que n'importe qui d'autre votre diabète, la façon que votre corps réagit. Puis, il y a des moments où vous trouvez que vous ne vous attendiez pas à une réaction pareille. Donc là, c'est un moment aussi où il faut vérifier l'acétone, je dirais. Oui. Il y a plus, il n'y a pas d'autres questions, mais juste un dernier commentaire de Louise que malheureusement, les gens dans les urgences ne sont pas souvent capables d'aider un diabétique de type 1. Alors, ça, hmm, c'est- Je dirais que, tu sais, comme l'acidocétose, c'est quand même une complication qui est connue. Euh, J'entends qu'il y a peut-être des médecins qui sont un peu moins sensibles à la réalité des gens avec le diabète, mais je dirais que ça fait partie quand même de, si on regarde dans la liste de complications du diabète type 1 aigu, l'acidocétose figure pas mal au top de la liste. Donc, si vous allez consulter aux urgences avec des symptômes d'acidocétose, je dirais que c'est rare que vous n'allez pas avoir une prise de sang qui va vérifier s'il y a de l'acidité dans votre sang. Le problème, ça reste que les temps d'attente sont longs et que parfois la prise en charge n'est pas rapide. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est comme ça peut être sous-optimal la prise en charge, mais je serais étonnée si vous présentez et vous dites que vous avez le diabète type 1 et que vous avez les symptômes que vous avez, qu'ils ne vont pas faire les vérifications nécessaires. oui. Ah, OK. Alors, je vais juste, je, j'ai pas ma collègue qui est là pour le lire en anglais. Je l'ai pas, euh, malheureusement. C'est Si vous sur, êtes dans la page Facebook ou dans les réseaux sociaux, Percé Diabétique Breakthrough Type 1D, je pense qu'ils ont affiché les liens pour les deux oui, mais pas présentations. le lien, mais je vais demander à ma collègue tout de suite, euh, qui est plus là parce qu'elle est rentrée en anglais. Euh, Je je peux vais lui essayer demander. de les trouver peut-être. On n'a pas le lien pour la présentation directe, on a juste le inscrivez-vous. Alors, Ah, je OK. préfère le lien. Yeah. Alors, je vais voir si elle peut me donner le lien direct parce que moi, je ne l'ai pas parce que j'étais juste en français. En Mais je vais attendant, je juste, pense que Louise a levé sa main. oui, Louise, vous voulez poser une question? On vous juste, entend pas? vous êtes en sourdine. Mute. Si vous allez dans le haut de votre Teams, il y a un mic qui apparaît à droite. OK, Oui, là, on vous entend, c'est bon. OK, c'est bon. Alors, j'ai souvent euh, demandé parce que je suis sur les deux pages web en français et en anglais. Et puis, si je m'inscris en anglais d'abord, on me dit que je ne peux pas entrer en français et Ah, vice-versa parce qu'on me dit, ben vous êtes déjà inscrite. Oui, mais je suis inscrite dans l'autre langue. Et puis souvent, il y a des,
des petites choses un petit peu Oui. différentes. Et puis, j'ai déjà passé cette information-là chez vous, mais je pense que ça n'a pas été réglé encore. OK, ça se peut que ça ne peut pas être réglé par notre système interne. Ça se peut. Je vais voir avec... là, j'ai le lien est dans le chat maintenant. Pour tout le monde, OK? le lien est là. Pour en anglais, merci Catherine qui l'a mis dans le chat. Vous pouvez cliquer là-dessus avant de sortir. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le lien avant de sortir de cette réunion parce que dès que je dis bonsoir, je vais clôturer la réunion ici. Alors, vous pouvez sortir à l'avance pour aller en anglais si vous voulez. Alors, mais merci, Louis. Je vais demander encore à notre équipe interne pour voir avec ce point-là. Merci beaucoup de l'avoir dit. Et Merci alors, beaucoup. ben, merci à tout le monde ce soir et merci à vous, Dr. Manoussaki. C'était très intéressant et j'espère que la séance était engageante et vous avez appris quelque chose et quelque chose qui est important pour votre santé aussi. Alors, merci beaucoup. Juste, le mois prochain, c'est le mois de la santé mentale et notre présentation sera la fin de mai sur la santé mentale et le diabète de type 1. Alors, restez à l'affût pour ces affaires, pour les prochaines séances éducatives. Et un merci encore. Vous allez recevoir tout par courriel demain. Merci d'avoir participé. Et je dois dire merci beaucoup à Abbott pour leur soutien pour notre série éducative. Un gros merci et merci, Dr. Manoussaki. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde.